Donc, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire. Je suis Frédéric Ollier de la société ERM et en collaboration avec la société SET et qui est représentée ici par Laurent Biarry. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire portant sur la thématique de la thermique. Je suis accompagné de Jacques Gontier qui sera un petit peu l'orateur aujourd'hui de la présentation. Et vous avez également Ascension qui est là, représentante qui représente la société MATLAB Simulink, que beaucoup d'entre vous connaissent, connaissent très bien. Juste pour le fonctionnement, le bon fonctionnement de ce webinaire, vous avez trois petits boutons sur vos écrans. Vous avez un QR, vous avez un conversé et vous avez un lever la main. Voilà. Donc, je vous propose d'utiliser le QR par rapport aux questions que vous avez concernant cette présentation. Le bouton converser, je pense que vous l'avez tous commencé à l'utiliser, voilà, pour échanger entre vous, entre nous. Voilà, donc on peut écrire à tous et tout le monde vous lit. Vous avez un petit bouton lever la main. Donc, on pourrait essayer en fin de webinaire de donner la parole sur certaines questions. N'hésitez pas quand même à poser vos questions et on essaiera d'y répondre. Des fois, je vais peut-être interrompre un peu Jackie. Je suis déjà désolé d'avance. Jackie, si jamais je t'interromps pour te poser quelques questions. Voilà. Donc, Jackie, je ne sais pas, Laurent, si tu veux ajouter quelque chose ou pas. Non, juste de profiter de l'alchimie autour de moi pour vous saluer à tous. Bonjour à tous. Donc, Jackie Gontier, qui est auteur chez SET depuis maintenant une dizaine d'années, avec qui on collabore avec lui, s'est proposé donc de faire sur la thématique de la thermique d'animer ce webinaire. Je la remercie et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Laurent. Alors pendant le webinaire, donc il est enregistré. Cet enregistrement sera disponible après sur la chaîne YouTube SET ou ERM, ou sur les deux, comme on vous disait tout à l'heure. Pardon. Voilà, il sera disponible. N'hésitez pas à revenir vers Laurent ou moi-même pour avoir les liens en cas où. Voilà. Jackie, je te donne la parole et on peut commencer. Alors, une dernière petite chose. Pendant le webinaire, pour alléger un petit peu la bande passante, je couperai ma vidéo. Mais je serai toujours là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, oui. Allez, Jackie, je te cède la parole cette fois-ci. C'est bon. Eh bien, c'est parti. Merci Frédéric, qui est le webinar master de cette séance. Donc, bonjour à toutes et à chacune, et à tous et à chacun. J'ai constaté qu'il y avait quelques collègues que je connais, donc je les salue tout particulièrement, notamment ceux de l'Académie de Grenoble. Donc, ce webinaire, comme il a été dit, est consacré, et comme vous l'avez vu dans l'intitulé, consacré thermique, mais il ne s'agit pas de faire un approfondissement très poussé sur la thermique. Il s'agit simplement de voir l'exploitation d'un support didactique que nous avons développé chez SET, et donc son exploitation en baccalauréat, en sciences de l'ingénieur et en STI 2D. Donc, je vais commencer par vous présenter le support didactique en question. Donc, comme vous l'avez vu, il s'agit d'une bouilloire un peu classique avec toutefois une régulation de température. Donc, qui fonctionne en boucle fermée. Donc, comment se présente cette bouilloire? Parce que nous allons faire le modèle thermique tout de suite après. Donc, il s'agit d'une bouilloire, comme vous le voyez, en acier inoxydable, qualité alimentaire, évidemment. Au fond de cette bouilloire, on ne le voit pas trop là. Alors, comme j'ai déjà mis de l'eau, si on le voit un peu en bas là,
nous voyons une sonde de température qui est une CTN, sonde à coefficient de température négatif. Bon, pour le moment, ce n'est pas important pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Autre matériau dont il va falloir tenir compte, le couvercle, qui est en matière plastique, c'est du polyéthylène, qui a la particularité d'être aussi qualité alimentaire et qui résiste à 170 degrés environ. Donc, évidemment, ça convient pour notre bouilloire. Alors, sous cette bouilloire, nous avons, alors je ne peux pas la mettre sans dessous, nous avons un connecteur qui permet de relier, évidemment, la base de la bouilloire à un socle qui va l'énergie électrique et qui va également rapatrier l'information de la sonde de température. Et dans le socle lui-même, nous avons toute l'électronique et les boutons de réglage, l'affichage de température. Alors, la didactisation que nous avons faite pour pouvoir évidemment faire des manipulations avec des élèves, vous l'avez dessous, donc une carte assez conséquente développée avec la société SET. Alors, la problématique de ce type d'appareil, c'est que ça fonctionne sur le réseau 230 volts, donc il y a une problématique importante de sécurité. Alors là, il s'agit d'un modèle, c'est quasiment le modèle industriel. Vous voyez, il y a encore une petite modification ici. Donc voilà la carte. Toute cette partie-là est connectée galvaniquement au réseau 230 et nous avons des circuits d'isolement qui permettent de renvoyer les signaux à une carte Arduino, à d'autres circuits dont nous parlerons éventuellement. Donc, très important, j'insiste, il y a eu un problème, enfin, il y avait à traiter le problème de la sécurité électrique. J'ajoute ici qu'ici, nous avons un connecteur qui permet de rajouter des extensions pour faire des manipulations, notamment sur le Bluetooth, le Wi-Fi, diverses manipulations, avec une carte fournie ainsi que différents accessoires que je vais vous présenter rapidement. Ici, vous avez la connexion avec le socle de la bouilloire. Et ici, vous avez une connexion qui permet de raccorder une sonde qui est fournie en plus, qui est une sonde PT100 que nous voyons ici. Alors voilà, la caméra refait la mise au point. Donc, c'est une sonde PT100, platine centaume, de précision, donc classe A, qui permet, alors ce n'est pas le but de notre webinaire aujourd'hui, mais ça permet de caractériser la chaîne de mesure, autrement dit, la chaîne associée à la CTN. Donc là, on travaille à quelques dixièmes de degrés près et on montre que la CTN travaille à environ 2 degrés près. Donc, ce matériel permet de caractériser les performances de la chaîne de mesure. Nous fournissons également un appareil assez simple, mais qui permet de faire des mesures de puissance d'énergie. Alors, j'essaye de le tourner. Voilà, cet appareil qui est fourni permet de faire des mesures de puissance et d'énergie, tension, courant, de façon assez directe. Et ça permet de faire on va dire, des manipulations pour commencer l'exploitation de ce système didactique. Voilà, alors, dernière chose sur la présentation, nous le voyons ici, nous avons sorti la mesure du courant dans la résistance de la bouilloire, ainsi que la tension étant sortie sur cette prise ici, qu'on voit un peu. Donc, cette prise
n'est pas relié directement aux 230. Nous avons mis un transformateur de tension et étalonnage, évidemment, du rapport de réduction de la tension. Dernière chose que j'ai oubliée, pour pouvoir faire des essais en boucle fermée avec une régulation autre que la régulation d'origine de la bouilloire, cette bouilloire est commandable via un relais statique que vous voyez ici, et donc avec évidemment les isolations nécessaires. Et donc ça permet de faire nos essais que nous verrons tout à l'heure en régulation hors régulation fabricant. Donc voilà. Alors, en termes de modèle maintenant, parce que c'est évidemment le but de notre intervention, donc en termes de modèle, ici, comme je vous l'ai dit, nous avons de l'acier inoxydable. Il nous faut connaître la surface et l'épaisseur, ainsi que sa constante thermique. Donc, pour cela, je vais ouvrir directement un document qui va nous permettre de voir un peu toutes les caractéristiques. Déjà, pour la cuve, alors là, je reprends des documents que j'avais élaborés. Je passe assez rapidement. Donc, voilà. Alors, les caractéristiques générales, donc pour l'eau qu'on va pouvoir mettre dedans, ce sera de 0,5 à 1,2 kg. Cette eau, on peut la... Je ne vous l'ai pas montré, mais nous fournissons un bol doseur, donc qui permet évidemment... Alors, même s'il y a des graduations sur la bouilloire, mais ça permet d'avoir quand même une précision, disons, correcte pour mesurer le volume, donc la masse par déduction d'eau. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il nous faut certaines données techniques, donc la surface de la paroi verticale de la cuve, donc en acier inoxydable. Donc cette surface, je vais assez vite, mais on la calcule, on considère qu'on a une forme cylindrique, sinon ça devient très compliqué. Donc vous voyez 0,053 mètres carrés. La masse, nous connaissons l'épaisseur, donc qui est de 4 dixièmes de millimètre. Nous avons la masse volumique qui est de 8000 kg par mètre cube et la surface qui est de 0,053 mètres carrés, ce qui nous donne une masse de 0,17 kg. La chaleur massique, nous la trouvons dans des documents assez répandus, hein, la chaleur massique ou la constante thermique, comme vous le voyez là, l'acier inoxydable, masse volumique, tout à l'heure j'ai mis 8000, j'aurais dû mettre 7009, c'est un peu différent, et la conductivité thermique, 17, le lambda, si vous préférez, qui est de 17 watts par mètre Kelvin, et qui s'appelle la constante thermique dans MATLAB Simulink. Donc, je reviens à mes caractéristiques. Donc, la semelle métallique du fond, c'est-à-dire la semelle qui est entre la résistance chauffante et l'eau, au fond. Donc, on a une surface qui, le rayon est de 65 mm, donc une surface de 0,013 m². La masse, c'est le même calcul que précédemment, c'est 0,04 kg, donc 40 grammes si vous préférez, et la chaleur massique est évidemment la même puisque c'est le même matériau. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai dû me mélanger quelque part. Non, tout à l'heure, c'était la conductivité thermique que nous avons vue, c'était 17, et la chaleur massique de l'inox, c'est 470 joules par kilogramme Kelvin. Voilà. Donc, cette conductivité thermique, nous la trouvons également dans les tableaux. Alors, là, nous avons 17 et la chaleur massique, je dois l'avoir dans un autre document. Il faudrait que je le retrouve. Voilà.
Alors, maintenant, je passe à la modélisation, proprement dite. Donc, nous avons ici une vue du modèle complet. Alors, j'ai évité volontairement de vous construire, on va dire, de visu le modèle partant de rien, parce que ça nous aurait occupé très longtemps. Ce n'est pas forcément important de voir la construction pas à pas. Maintenant, si vous avez des questions. En fait, pour construire ce modèle, donc là il s'agit d'un modèle dit multiphysique acausal. Donc, nous allons utiliser dans MATLAB Simulink les bibliothèques Simscape. Et dans Simscape, vous avez des différentes bibliothèques, dont la bibliothèque thermique. Et dans cette bibliothèque thermique, on va trouver, alors je les ai sortis sur un document pour aller plus vite. Là, voilà. Donc, je l'ai mis en grand pour que ça apparaisse bien. Donc, nous avons des éléments, donc des éléments divers, des capteurs, des interfaces et des sources. Alors, très rapidement, vous avez du transfert thermique par conduction, c'est ce que nous allons trouver entre, par exemple, la semelle et l'eau. Vous avez du transfert thermique par convection, donc entre la cuve et l'air ambiant, ainsi que par le couvercle et l'air ambiant, il y aura l'effet de convection. Du transfert thermique par rayonnement, également la cuve, air ambiant, et couvercle, air ambiant. Résistance thermique, dans l'immédiat, on ne va pas en mettre, mais on pourra simuler, par exemple, un isolant qu'on rajouterait à l'extérieur de notre bouilloire pour faire une enceinte thermostatée, par exemple. Donc, à ce moment-là, nous pourrons rajouter éventuellement une résistance thermique. Masse thermique, donc, il s'agit des masses d'acier inoxydable, du couvercle éventuellement et de l'eau, et principalement de l'eau, évidemment. Bon, au niveau capteur, il existe deux types de capteurs, capteurs de flux thermique, comme on dit, de puissance thermique, et capteurs de température qui fonctionnent. Alors ça, il faut bien l'enregistrer, c'est pour ça que j'ai mis les unités. Donc, il s'agit de Kelvin, donc il faudra penser que toutes les mesures se font en Kelvin. Donc, pour pouvoir les interpréter plus facilement, il faudra convertir ça en degrés Celsius. Vous avez les interfaces, donc, vers Simulink partant de Simscape, donc du modèle multiphysique vers Simulink, et à l'inverse de Simulink vers le modèle Simscape. Pour terminer, les sources. Donc, vous avez des sources fixes ou des sources contrôlées. Donc, deux types de sources, des sources de flux thermique, donc de puissance thermique, donc fixes ou contrôlées, et idem, source de température, donc soit fixe, soit contrôlée. Alors, source de température, évidemment, pour nous, on aura une source de température qui sera l'air ambiant, puisque les échanges entre notre bouilloire se font avec l'air ambiant. Et les sources de flux thermique, il s'agira du flux thermique généré par la conversion d'énergie électrique en chaleur, donc par la résistance. Voilà pour les données. Alors, juste sur le plan électrique, nous avons une bouilloire qui fait 2000 watts, hein, j'avais oublié de vous le préciser, 2000 watts sous 230 volts. Voilà, donc je reviens au modèle qui est déjà complété. Donc ici, ce que vous n'avez pas vu, mais j'y reviendrai après, directement, nous allons comparer ce modèle-là, qui est évidemment le modèle multiphysique de notre bouilloire,
nous allons comparer la réponse en température de ce modèle avec une valeur mesurée. Je vous montrerai ça après, pour pouvoir évidemment valider au moins partiellement le modèle. Donc, qu'est-ce que nous trouvons dans notre modèle? Donc ici, nous injectons, vous voyez, source contrôlée de flux de chaleur, nous injectons la puissance électrique. Cette puissance électrique est ici. En fait, les conditions de mesure du relevé dont je vous parlais étaient sous une tension de 224 volts et avec un rapport cyclique de 3%. Donc, ça fait la puissance fait 224 au carré fois le rapport cyclique, divisé par la résistance. Donc, la résistance se calcule à partir de la donnée fabricant, où peut se mesurer. Donc, la résistance chauffante fait 26,45 ohms. Donc, ce qui nous donne une puissance d'environ un peu moins de 60 watts dans les conditions de mesure que nous avons pris en considération. Donc, cette puissance est envoyée à la partie thermique de notre bouilloire. Donc, nous avons directement la chauffe de la semelle, donc avec sa masse thermique. Nous avons un transfert par conduction de la semelle vers l'eau. Donc, ici, nous avons la masse thermique de l'eau. Et ensuite, nous avons les échanges avec l'air ambiant en prenant également la masse thermique de la cuve. Donc, ces échanges, ce sont les échanges au niveau de la cuve et les échanges au niveau couvercle. Donc, juste pour reprendre les valeurs que nous avons mis dans les caractéristiques, vous avez ici les valeurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la semelle qui fait 40 grammes, avec une chaleur spécifique, une chaleur massique de 470 joules par kilogramme par Kelvin. Kilogramme Kelvin, exactement. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est écrit comme ça dans MATLAB. Le transfert, donc la surface, c'est la surface de la base de la cuve, donc qui fait 13 exposant moins 3 mètres carrés, nous l'avons vu tout à l'heure, l'épaisseur 0,4 mm et la conductivité thermique de 17 watts par mètre Kelvin. L'eau, donc, les essais dont je vous parlais étaient à 0,5 litres, donc nous arrondissons à 0,5 kg. La chaleur spécifique de l'eau, 4180 joules par kilogramme Kelvin, donc valeur connue. Ensuite, nous avons transfert de l'eau à la paroi, donc avec les 55 exposant moins 3 mètres carrés, les 0,4 mm, 17 watts par mètre Kelvin, voilà, et transfert par rayonnement, on retrouve toujours les 53 exposant moins 3, et là, il nous faut le coefficient de radiation ou coefficient d'échange entre la paroi et l'air ambiant. Donc là, il faut faire le calcul. Alors, comme vous voyez, là, j'ai mis l'expression de cette valeur pour ce qui concerne le rayonnement. De même, je reviendrai sur le calcul juste après. Et ici, concernant le transfert par convection, donc nous avons un 53 exposant moins 3 à la surface, toujours la même, et un coefficient qui vaut 6,8. Alors, comment calculons-nous ces coefficients? Pour calculer ces coefficients, il y a différentes méthodes, mais ce calcul est plus ou moins empirique. Alors, personnellement, j'utilise ce petit tableau qui est bien pratique, au moins au niveau sciences de l'ingénieur ou STI 2D. Ça nous donne des valeurs qui sont assez bien corroborées par rapport à des relevés réels. Donc, nous avons ici une plaque verticale dont la hauteur est inférieure à 30 cm. Il s'agit bien de la cuve de notre bouilloire.
Donc, on a une formule qui fait intervenir delta T, c'est-à-dire le différentiel de température, et H, la hauteur de la paroi. Donc, si avec un exposant 0,25, si je prends un delta T de 70 degrés, nous verrons que nous allons fonctionner aux alentours de 90 degrés Celsius, partant d'une température ambiante de 20 degrés. Donc, nous avons un delta T de 70 degrés. Si nous faisons ce calcul avec 70 degrés et une hauteur de 13 cm, nous trouvons ce coefficient de convection, que vous voyez ici, de 6,84 watts par mètre carré, alors soit degré, soit Kelvin. En l'occurrence, là, il est donné en degrés Celsius. Bon, c'est évidemment l'auteur qui a écrit ceci. Alors, pour 50 degrés, supposons que on fonctionne à 70 degrés pour la température de l'eau, on voit que le HC1 passe de 6,84 à 6,29. Alors ça, c'est le coefficient d'échange par convection. Alors, oui, c'est ça. Alors, pour le couvercle, c'est alors plaque horizontale chauffant vers le haut. Donc, on va appliquer cette formule. Donc, au lieu d'un 1,42, on a 1,32. Donc, pour le reste, c'est la même chose. On va prendre pour L le diamètre du couvercle. Donc, il s'agit des largeurs de la plaque. En l'occurrence, il s'agit d'un cercle. Mais bon, là, nous prenons le diamètre. Nous verrons que ça a une importance assez peu significative. Donc, ce qui nous donne le HC2, qui est à peu près le même que le HC1, d'ailleurs, c'est un peu le hasard. Donc, on trouve, là, on a aux alentours de 6,8, là également. Donc, ça, c'est pour la convection. Et concernant le rayonnement, il nous faut connaître l'émissivité du matériau. Donc, on a des tableaux pour ça. Donc, évidemment, il s'agit de trouver les valeurs qui nous intéressent. Donc, ici, vous avez la source. Laque noire brillante sur métal, donc c'est bien notre matériau, l'inox laqué noir. Donc, nous avons une émissivité de 0,87. Et, alors pourquoi j'ai mis le papier? Je ne me souviens plus. Donc, en fait, tiens, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, il s'agit d'un plastique noir. En fait, l'émissivité est aux alentours de 0,9. Je ne sais plus pourquoi j'ai encadré cette valeur. Puisqu'il ne s'agit pas de papier en l'occurrence, il s'agit de matière plastique. Mais enfin, bref. Nous avons donc les deux émissivités qui nous intéressent et qui vont nous permettre de compléter notre modèle. Donc ici, convection paroi air ambiant. Alors j'ai arrondi à 6,8 le coefficient de transfert et la surface, donc nous l'avons vu. De même, le transfert par convection du couvercle. Donc le couvercle fait 8 exposant moins 3 mètres carrés et son coefficient était le même que c'était le hasard en l'occurrence, était le même à 6,79 de mémoire que la cuve, alors qu'il s'agit évidemment d'un autre matériau. Ensuite, concernant le rayonnement, donc nous retrouvons, alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Je ne sais plus lequel je suis en train de faire. Oui, paroi air ambiant. Donc, nous en sommes à 0,87 et qu'il faut multiplier par la constante de Boltzmann. Donc, c'est indiqué dans le document ressources. Donc, cette constante de Boltzmann est de 5,67 exposant moins 8. Et la surface toujours connue et le transfert par rayonnement. Donc, la surface 8 exposant 3 moins
exponent moins 3 mètres carrés, et le coefficient de radiation, donc 0,94 fois la constante de Boltzmann. Voilà. Jackie, excuse-moi de te déranger, on a une petite question. Quand tu cliques là sur l'onglet, enfin quand tu cliques sur le symbole, donc tu ouvres une fenêtre qui est marquée paramètres et après il y a donc un petit onglet qui est marqué variable. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Oui, il peut y avoir. Voilà. Il peut y avoir des définitions de variables qu'on peut imposer, si vous voulez, au lancement de la simulation. Donc, par exemple, la différence de température. Alors, avec une priorité forte, faible ou pas de priorité, et on peut ici donner une valeur, de même que pour le flux de chaleur, autrement dit la puissance thermique qu'on peut injecter. Alors, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas besoin de toucher à ces variables, puisqu'on va partir de la température ambiante, qui est ici, et puis ici, nous allons injecter notre flux de chaleur. La seule chose qu'il faut imposer, et qu'il faut que je vous précise, c'est pour ça que c'était une bonne question, c'est la température initiale de l'eau, qui vaut d'ailleurs 200. Alors, on part de 20 degrés dans notre simulation, puisque le relevé réel que j'avais fait portait d'une eau à 20 degrés. Donc là, j'impose une température de l'eau de 20 degrés Celsius, 293,15 Kelvin, si on veut être précis. Idem pour les différentes parties métalliques que vous avez ici. Alors là, j'ai enlevé le point 15, mais ça n'a aucune importance, ainsi que ici. Voilà. Et on part d'un flux de chaleur de 0. Sachant que vu qu'il n'a pas de priorité, en fait, il n'intervient pas. Voilà. Merci. C'est bien d'avoir posé la question parce que c'est très important, évidemment, de donner la température initiale des masses thermiques. Sinon, ça ne peut pas fonctionner correctement. Donc, partant de là, nous allons lancer la simulation de notre modèle. Alors, ici, j'ai un scope, température mesure réelle, température simule. Alors, ce qu'il faut que je vous précise, c'est que au lancement, alors où est-il? Voilà. Au lancement, à l'ouverture de cet applicatif, j'ai mis, vous voyez, preload function, j'ai mis l'import d'un fichier Excel dans lequel étaient les valeurs réelles mesurées. Mais comme je l'ai mis ici au lancement de l'applicatif, et que ça a déjà été lancé, mais évidemment, ça a dû redisparaître, là, je peux sauvegarder, vu que j'avais fait une petite modification. Je vais vous relancer le modèle, que j'aime bien utiliser le terme d'applicatif, puisqu'il y a du réel et du simulé. Alors là, vous voyez l'ouverture du fichier Excel au passage, avec le relevé de température qui est un relevé en boucle ouverte. Alors, ces relevés, évidemment, sont fournis. J'en ai fait plusieurs avec différents rapports cycliques, donc différentes puissances et différentes quantités d'eau. Ça évite de les refaire puisque ces relevés en boucle ouverte sont quand même assez longs à faire, alors que les relevés en boucle fermée prennent très peu de temps. Vous verrez, en 2-3 minutes, on fait un relevé. Donc voilà notre applicatif prêt à lancer. Donc, je vais faire le lancement et nous allons observer le résultat. Voilà. Donc, ici, comme vous le voyez, nous avons en bleu avec des sautillements, vu qu'il s'agit d'un relevé réel, hein, qui n'est pas, qui est un peu dentelé, hein, les mesures sont ce qu'elles sont. Et puis, vous avez la simulation en rouge.
Donc, comme vous pouvez le constater, et là, entre guillemets, il n'y a pas eu de triche particulière. Hein. Je suis parti de tableaux de valeur, de surface, d'épaisseur, etc. Donc, des caractéristiques que tout le monde peut vérifier, donc de notre bouilloire. Et on s'aperçoit qu'on a une superposition avec un relevé réel qui est tout de même très satisfaisant. Donc, on peut en conclure directement que notre modèle est proche du réel. Pour ces conditions-là, évidemment, on ne peut pas tirer des conclusions dans l'absolu. Mais bon, on a déjà quand même, on sait qu'on a déjà un modèle qui fonctionne au moins pour certaines conditions. Alors, au passage, on peut montrer que certaines variables de notre modèle sont peu influentes. Alors après, chacun pourra exploiter ça à sa guise. Par exemple, ici, on voit que la masse thermique de la semelle, compte tenu de sa masse propre, qui est de 40 grammes, avec une chaleur spécifique de 470, c'est peu par rapport à la masse thermique de l'eau, qui est de 500 grammes, en gros, c'est 0,5 litre, et qui a une constante thermique, chaleur massique, de 4180 au lieu de 470. Donc, imaginez bien que c'est peu influent. Alors, dans Simulink, on peut pas le faire pour tous, mais il y a certains éléments qu'on peut neutraliser. Vous voyez, par exemple, je fais comment out, c'est pas comme in out, hein, je plaisante. Donc là, je supprime la masse thermique de la semelle. Je peux également supprimer la masse thermique de la cuve et je vais m'apercevoir que ça n'a pas eu grande influence sur le résultat. Alors au passage, vous voyez là, j'ai mis des visus. La mesure en finale, hein, c'est la valeur finale, était de 87,7 et la mesure sur le modèle 87,52, donc ça fait même pas 0,2 de degré d'écart en fin de course. Si je remets donc 0,18 degrés, si je remets, alors attendez, si je remets, alors qu'est-ce que je fais? Oui, c'est uncomment, d'accord. Si je remets mes masses, je vais obtenir voilà. Donc tout à l'heure on avait 0,52, là on est à 0,49. Évidemment, j'ai rajouté des masses. Bon, ça va jouer un peu sur l'allure de la courbe, mais c'est relativement négligeable. Voilà. De même que les transferts par conduction sont peu influents. Ce sont eux qui caractérisent les échanges semelle-eau et eau-paroi. Alors, ces transferts par conduction, on ne peut pas les… Si, non, pardon. Uncomment. Il faudrait que je fasse un comment through. Et vous voyez, là, il ne veut pas. Donc, si je veux les rendre négligeables, par exemple, au lieu de mettre une épaisseur de 0,4 mm, je vais mettre 0,4 exposant moins 5. Exposant moins 5, ça ira mieux. Voilà, autrement dit, très très fin. Ici et ici, 0,4 exposant moins 5. Et je m'aperçois que ça n'a pas changé grand-chose au résultat. Voilà. Vous voyez la température finale, etc. Donc voilà un premier modèle. On me pose deux questions. Oui. Sur quel… J'entends très mal, mais bon. Excuse-moi, tu m'entends mieux là, ça va?
Oui, je comprends. D'accord. La question a disparu en même temps. Euh, elle a été marquée réseau. Excusez-moi, en fait, c'est moi qui ai tapé la réponse. Du coup, je pensais que ça, tout le monde verrait la réponse. D'accord, voilà. Donc en fait, c'était sur quel temps de simulation êtes-vous? Donc voilà. Donc a priori sur Je suis sur quoi? monde. Je n'ai pas compris. Désolé. La question était sur quel temps le temps de réponse, comme il était. Donc, ce que j'indiquais, c'est qu'il était indiqué en bas du chronogramme. Donc, Oui, là, environ on 14. voit, là, on est sur des durées très longues, là, hein. Voilà, donc ce que j'ai reprécisé dans la réponse, c'est qu'on était sur un rapport cyclique très faible et on était en boucle ouverte. Donc, c'est pour ça qu'on donnait les réponses, parce que sinon, si on devait attendre plusieurs heures Oui, pour voir les réponses, c'était pas jouable. tout à fait. Alors ça, on peut évidemment le simuler. Alors, ça ne va pas se superposer avec le relevé réel, mais si au lieu de mettre ici environ, alors nous avions la valeur d'ailleurs, vous voyez, 56,91 watts, donc électrique. Si je mets 2000 watts, je vais avoir du mal à faire un relevé, puisque je suis en boucle ouverte, hein, je vais avoir du mal à faire un relevé euh, avec ma bouilloire, puisque, vous allez voir ça tout de suite, vous voyez là, la simule, là, elle est partie verticale, puisque, en fait, ça tend vers 600 degrés à 2000 watts. Autrement dit, on ne va pas vraiment pouvoir les atteindre. Donc, on est obligé de faire, de finir à moins de 100 degrés, forcément, en travaillant avec de l'eau. C'est pour ça que, comme vous l'avez vu, nous étions à 87 degrés dans le relevé réel. Donc, moins de 100 degrés. En fait, il vaut même mieux travailler à moins de 90 degrés, puisque au-delà de 90 degrés, il y a des phénomènes de vaporisation qui interviennent, donc ils vont un peu fausser le comportement par rapport au modèle. Puisque, voilà. Ça Est-ce permet que de répondre à une ça autre question sur comment sont réalisés les essais réels. En fait, donc, on utilise le relais statique qui a été présenté en début de présentation pour justement avoir un rapport cyclique très faible et avoir ces courbes. Tout à fait. On fait une commande. Alors, on peut faire la commande directement par Simulink. Alors, je vais ici, oui, je vais refermer celui-ci. De toute façon, nous n'en avons plus besoin. Vous avez ici un. Alors, est-ce que je l'ai mis là-dedans? Caractérisation, mesure, modèle, résistance, température. Je ne me souviens plus. En fait, nous avons la possibilité d'envoyer soit directement, puisque vous avez vu qu'il y a une carte Arduino, donc soit directement via un applicatif Arduino, soit par Simulink. Nous ferons le relevé après en boucle fermée. Là il est déjà 11h15, donc il faut que j'essaye de tenir mon chrono. On peut, évidemment, ce que vous avez vu comme relevé Excel, c'est un relevé puissance réduite commandé par le relais statique. Alors, soit, comme je vous l'ai dit, soit via directement Arduino avec un applicatif qui est fourni d'ailleurs, soit un autre applicatif qui est un applicatif Simulink. C'est au choix, de toute façon, ça fonctionne très bien, soit avec l'un, soit avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là qu'il faut que je vous montre? Oui, alors là, vous avez le modèle simplifié. Mesure de flux. Voilà. Alors, par exemple, ici, on peut faire, toujours à partir du même modèle,
Vous avez ici, c'était juste pour vous montrer les possibilités. Donc, évidemment, nous ne faisons pas que des relevés de température, nous pouvons également faire des mesures de, de flux, donc de puissance, à différents points. Alors, ça peut être à signaler quels sont les éléments qui pèsent le plus dans les échanges. Bon, là, c'est le relevé de température, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc ici, rouge et bleu, c'est ce qui se passe au niveau du couvercle en termes de rayonnement et de convection. Donc on constate que c'est beaucoup moins que la cuve, mais c'est le hasard, hein, c'est pas moi qui l'ai voulu. On constate que la puissance rayonnée est à peu près la même que la puissance échangée par convection. De même, pour la cuve, ici, nous voyons que la partie rayonnée qui est en bleu ciel est à peu près la même que la partie convection au niveau de la cuve. Alors, le rapport entre les deux est assez important vu que il est évident que c'est la cuve qui pèse le plus dans les échanges. Voilà. Là, j'ai pris le modèle simplifié. J'aurais pu prendre le modèle complet. C'était juste pour vous montrer l'aspect, on va dire, énergétique, qui est en l'occurrence l'aspect puissance. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vu qu'il est 11h20, nous allons passer… Juste, excuse-moi de t'interrompre. Oui. On a deux autres questions. Si on avait calculé de manière plus précise la surface interne de la bouilloire, donc pas un cylindre, est-ce qu'on aurait… On avait calculé de manière plus précise La surface interne de la bouilloire. En fait, quand tu as fait ton exemple de calcul, tu es parti du cylindre. Si on avait fait un calcul plus précis, est-ce qu'on aurait pu imaginer que les deux courbes se rapprochent davantage entre le réel et le simulé? J'ai fait des essais, mais bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Surtout que, en fait, si on veut vraiment être précis, je ne pense pas que ce soit vraiment au moins au niveau bac. Il faut vraiment être précis. Il ne faut pas oublier qu'il y a également le bec verseur avec une ouverture. Donc, voilà. C'est quand même une forme un peu compliquée. Le couvercle est bombé. C'est une double épaisseur. Enfin, bref. Là, je suis parti des valeurs que je vous ai montrées. C'est les valeurs de départ que j'ai prises, hein, en diamètre, hauteur, etc. Et il se trouve qu'on est tombé assez bien. Donc, après, chacun peut apprécier au niveau élève s'il veut aller plus fin ou pas plus fin. Voilà l'idée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais… Si, voilà, une dernière question. Souvent dans les modèles de conduction, hein, donc, il y aurait deux transferts. Un par la masse thermique, par conduction, et par masse thermique. A priori, donc dans le modèle que tu nous montrais auparavant, on avait un seul transfert. Alors, attends. Par conduction? Oui, par conduction, c'est de part et d'autre de la masse thermique. Et là, on a le transfert que dans un sens. Pour moi, le transfert, il se fait de l'eau, par exemple, à la masse thermique de la cuve, et puis, enfin, à la cuve, et puis de la cuve à l'air ambiant. Tout à fait. Non, mais a priori, dans les transferts, il y aurait… C'est ce que j'ai là, quoi. Il y aurait deux types de transferts, un par conduction et l'autre par masse thermique. Je ne vois pas trop ce qu'on entend par masse thermique. Non, Pour moi, il existe des transferts par conduction et par rayonnement, c'est tout. non, Fred, la question, c'est de part et d'autre de Et la par masse convection, thermique. pardon. C'est des transferts par conduction de part et d'autre de la masse thermique.
De Et en part et fait, d'autre. oui, ben en fait, le transfert, il se fait que dans un sens, dans le sens où l'échange de chaleur, Oui, c'est la source la plus importante vers la source la plus faible. L'échange qui est oui, dans l'autre sens, il est négligeable. ben Alors, oui. je sais pas si les modèles, les blocs MATLAB l'intègrent ou pas, ça je sais pas, le fait que ça marche dans les deux sens. Mais pour moi, la conduction dans l'autre sens est négligeable. Bah, oui, moi, je ne suis pas le roi de la thermique, mais pour moi, les transferts par conduction, d'ailleurs, ils sont fléchés. Ils vont du plus chaud vers le plus froid, quoi. Voilà. Je ne peux pas répondre autre chose. Merci. Allez, on te laisse continuer. Juste pour finir sur ces modèles, après nous passerons à un relevé. On peut, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais là je me suis placé en boucle fermée. Par exemple, exploiter ce modèle, ça nous évitera de revenir, hein, exploiter le modèle que vous voyez ici, hein, qui est le modèle de notre cube, en boucle fermée et voir comment il va se comporter déjà. Alors ici, il faut que je regarde quelle valeur on a. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai rajouté une résistance thermique. C'est un isolant, si vous préférez. Mais en l'occurrence, cet isolant a une résistance thermique négligeable. Donc, si je regarde, alors, au passage, je reprécise, il ne faut pas que tu ailles trop vite. Donc, nous nous sommes placés en boucle fermée. Donc, nous avons notre partie opérative, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est le modèle que vous avez vu précédemment. Et ici, une régulation un peu perfectionnée, on va dire, mais qui correspond en gros à la régulation, on aura le temps de le voir, correspond en gros au comportement de la régulation de la bouilloire d'origine. Donc, ce n'est pas notre régulation à nous, c'est un peu la régulation. Alors, évidemment, le fabricant ne nous a pas donné toutes les données de sa régulation, mais enfin, vu ce qu'on obtient comme relevé, on peut considérer que ça se comporte comme ce que vous allez voir. Donc, si je lance la simulation, nous allons obtenir voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on observe sur ce relevé? Rapidement, hein. Donc, ici, vous avez la montée en température. Donc, là c'est… si, c'est l'énergie électrique, pardon. Donc, ici, vous avez la montée en température. Là, on a atteint le régime établi au bout de 100 secondes. On peut le voir ici. Vous voyez, au bout de 100 secondes, on est en régime établi. Et on cherche à stabiliser à 70 degrés. 70 degrés, c'est la consigne. Je devrais arriver à l'afficher quelque part. Bon, peu importe. Ça ne veut plus faire. Bon. 70 degrés, c'est la consigne. Et ici, on voit qu'on se stabilise. Et à 100 degrés, à 100 secondes, on a fini de la montée en température. Donc, l'énergie consommée à partir de 100 secondes, c'est l'énergie qui sert à compenser les pertes thermiques, donc les échanges avec l'air ambiant. Alors, ces échanges, on a des valeurs ici qui apparaissent, hein, avec une puissance moyenne, que vous voyez, là, ça chauffe par intermittence. Hein. Donc, là, je vous ai sorti la moyenne mobile et la puissance moyenne est de l'ordre de 40,5 watts. Maintenant, je vais mettre un isolant. Alors, un isolant qui a… alors là, pour commencer, je vais vous mettre une valeur, on va dire, pifométrique. Pas trop pifométrique quand même, mais un peu, pour voir l'effet, évidemment, d'un isolant qui a une certaine résistance thermique. Donc, si je zoome sur le relevé complet, on voit que la puissance moyenne, qui était de 40 watts tout à l'heure, si je me souviens bien, est tombée à 9 watts et demi. Donc, on a mis un isolant entre la cuve et l'air ambiant.
Alors, on peut faire un calcul d'isolation. Si par exemple, alors là, j'ai mis un exemple, hein, si on veut diviser par 4 les pertes, donc il va nous falloir une résistance thermique de 3,7, d'accord? Et si on fait un calcul d'isolant qui va avec, on va supposer par exemple qu'on met une boîte en polyuréthane de 25 cm de côté, ça nous amènera à une épaisseur de 4,2 cm. Tout ça peut se modéliser. Hein, je vais refermer. Ne bougez pas. J'ai fait une. Voilà. Il faut que je rouvre. Voilà. Donc, si par exemple, j'avais dit combien 3, je me souviens plus du coup, avec une résistance thermique de 4,94, je mets 14, voilà. Tout à l'heure, j'avais 40,5 watts de puissance moyenne perdue. Et donc là, je vais passer à théoriquement 10, aux alentours de 10. Non, c'était 8. Alors, je ne me souviens plus de ce que j'avais mis au début. Ici, je mets. Alors, on va mettre moins 4. Simulation. Non, c'était 40. Oui, il doit y avoir une erreur quelque part, il faudra vérifier. Mais bon, l'idée est là. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur une isolation à calculer de façon à… Non, il n'y a pas l'air d'y avoir des choses bizarres. Enfin bref. Au passage, je n'ai pas trop insisté dessus, mais au passage, on s'aperçoit que notre régulation a d'assez bonnes performances, puisque ici, j'applique un échelon, donc j'ai une consigne de 70 degrés, et comme vous le voyez, j'atteins ma consigne très rapidement. Alors, la réponse est un peu bizarre, mais en fait, dans la modélisation, il y a une chose qui est très importante en boucle fermée, c'est le retard pur, que nous n'avons pas vu en boucle ouverte, mais qui existe. Mais tout à l'heure, nous étions sur des échelles de 10 000 secondes. Là, nous passons à des échelles de 100 et quelques secondes. Et le retard pur, c'est le retard entre l'instant où on applique la puissance à la résistance et l'instant où la sonde commence à donner une autre information que la température de l'eau. Et ce retard pur est loin d'être négligeable dans le cas de notre bouilloire, puisqu'il est de l'ordre d'une vingtaine de secondes. C'est un retard pur, évidemment, qu'on peut mesurer. Et il est loin d'être négligeable quand on travaille en boucle fermée, puisqu'on est sur un temps de montée de l'ordre de la centaine de secondes, un retard pur de 20 secondes. Vous imaginez bien que si vous chauffez 20 secondes de plus ou 20 secondes de moins, ça change tout au niveau de la réponse. C'est pour ça qu'il faut une régulation un peu élaborée qui intègre ce qu'on appelle un prédicteur. Alors évidemment, au niveau élève, on peut faire des essais avec différentes régulations pour arriver à la régulation optimisée. Voilà. Jackie, oui. Excuse-moi de te déranger. Le décroché qu'on a là à 65 degrés là sur la courbe où tu étais, c'est du… voilà, ça là. Ça c'est la réponse de notre régulation. C'est-à-dire qu'on a
comme on le voit ici, j'espère que c'est assez grand, j'agrandis. Comme on voit ici, on a un régulateur PI, proportionnel intégral, avec un prédicteur qui s'appelle un prédicteur de Smith, qui est fait comme ça. Bon, ce qui se passe, c'est que là, je ne voulais pas trop approfondir sur l'aspect régulation. On pourrait d'ailleurs faire un webinaire là-dessus, parce que c'est un peu long à expliquer. Mais, que fait ce prédicteur? Eh bien, ce prédicteur est capable, en fonction de la montée en température, de dire il va falloir qu'à tel moment, je coupe. Alors après, c'est fonction aussi du gain, etc. Donc là, on s'aperçoit que il faudrait relever la commande là. À tel moment, qui doit se situer à peu près par là, il a coupé carrément la chauffe. Ça a continué à monter, vu le retard pur, vu qu'on avait déjà fourni de l'énergie à l'eau. Ça a continué à monter, et comme on a coupé, à un moment, ça fait un plateau. Mais pendant ce plateau, la régulation remet de la chauffe, à peu près par là, à peu près une vingtaine de secondes, remet de la chauffe, compte tenu du fait que s'aperçoit que ça y est, on est en plateau et qu'on n'a pas atteint la consigne. Donc ça remet un peu de chauffe, et cette chauffe, elle va être évidemment fonction aussi de l'écart entre la consigne et la température actuelle. Donc on remet une quantité de chauffe, entre guillemets, adaptée pour pouvoir finir à la consigne. Est-ce que ça a été à peu près clair? C'est un comportement très particulier par rapport à des régulations classiques, proportionnelles intégrales, ainsi de suite. Non, je pense que c'était très clair et ça doit répondre un peu, ça répond à la question. Merci, Jackie. Et ça, évidemment, je ne l'ai pas fait simplement pour me distraire, c'est aussi parce que le système réel répond comme ça. C'est ce que nous allons voir dans un relevé maintenant qu'on va faire. Il faudra bien au moins qu'on en fasse un ou deux. Donc l'idée maintenant, c'est de montrer qu'avec ce support, avec le support didactique que nous avons, nous pouvons faire des relevés rapides. Alors, modèle, bouilloire, voilà. Alors là, par exemple, un premier relevé rapide avec la régulation fabricant. Donc ici, je vais simplement, donc là, il y a déjà de l'eau, et je vais relever la température de la CTN. Donc ici, c'est une valeur numérique, hein, vu que ça passe par Arduino, avec un convertisseur analogique numérique. Là, on a la valeur numérique. On va convertir ça en volts. Et alors évidemment, il faut savoir d'où on sort ces valeurs. Ce n'est pas très compliqué. Là où ça devient compliqué, où il faut vraiment rentrer dans la théorie, et là j'ai mis un bloc fonction Simulink, il faut rentrer dans la théorie, c'est-à-dire comment on passe d'une certaine tension mesurée sur une entrée analogique à la température de la CTN. Donc là, il faut connaître des caractéristiques de la CTN. Donc il y a une histoire de R talon, de tension d'alimentation qui est 5 volts, une résistance talon qui vaut 10 kΩ, et puis un coefficient propre à la CTN, qui est ce coefficient B, qui est 3950. Il existe différentes sortes de CTN. Hein, en l'occurrence, la nôtre, c'est une 3950. Et puis, R0, c'est aussi une des données de la CTN. Donc, c'est une CTN 100 kΩ, 3950, pour être précis, quand on prend ces caractéristiques. Et à partir de là, on va calculer la température en fonction de UCTN, de R talon, de R alim, et ainsi de suite. Et ça nous donne, évidemment, des degrés. Alors, le relevé, je vais réduire ça. Il faut que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Donc, la bouilloire, ici, est branchée au réseau. Je la mets, alors, il faut que je
Là, je suis en commande. À 1. C'est-à-dire qu'il est toujours passant, ce qui veut dire que la gestion de la chauffe va être faite par l'électronique de la bouilloire proprement dite. Là, voilà, je mets en marche ma bouilloire. Pour le moment, ici, le voyant bleu est éteint, ça veut dire que pour le moment, ça ne chauffe pas. Je vais attendre que la mesure ait démarré pour… Donc là, vous voyez, je lance mon applicatif. Ça va fabriquer un programme. Voilà, c'est parti. Là, j'ai mis la chauffe. Donc là, vous voyez, la mesure est partie. Et là, la chauffe est partie également. Donc, comme vous le constatez, on a un retard pur. Donc là, vous voyez, la bouilloire là, est toujours à 21. Alors, si j'ai rien oublié, ça devrait commencer à chauffer. Voilà. Donc là, vous voyez bien la notion de retard pur dont je vous parlais, qui est d'une vingtaine de secondes. Alors que la chauffe, évidemment, a démarré ici, à 0. Alors, pour les spécialistes de la régulation, si on veut faire des régulations à la fois rapides, précises, un système comme celui-ci, avec un fort retard pur, sur le plan technique, c'est loin d'être trivial. Ah oui, il y a une chose que j'ai oubliée, pardon, il faut que j'arrête. Il fallait bien que j'oublie quelque chose. Je veux aller donc là, on ne va pas voir le fonctionnement de la régulation avec les marches d'escalier, vu que je suis parti pour faire bouillir l'eau. Donc, je vais changer l'eau et on va redémarrer. Comme vous pouvez le constater, on est vraiment en direct live. Hein. Ça permet aussi de voir qu'on a une application thermique qui est assez facilement reproductible et très rapide, compatible avec le temps d'une activité, contrairement à un four ou ce genre de choses où il faut 20 minutes pour le faire chauffer, 20 minutes pour le faire refroidir. Là, en quelques secondes, on peut repartir sur un nouvel essai. Alors, comme je suis de retour, coucou, vous voyez, là, j'ai changé l'eau. Je vais ici, comme vous le voyez, là, je peux programmer différentes températures. Parce que là, le but, c'est… Tout à l'heure, on était à 70 degrés, si je me souviens bien. Donc, on va se remettre à 70 degrés, là, comme consigne. Et je vais relancer… Là, il faut que je relance ma simule. Vous voyez que c'est quand même très rapide. Bon, ma température initiale est de 17. L'eau est un peu froide dans nos contrées montagneuses. Voilà, là, c'est parti. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on obtient par rapport à notre consigne de 70 degrés. Évidemment, si j'avais laissé bouillir l'eau à 100 degrés, on n'aurait pas pu voir une performance de régulation, hein, vu que ça va monter à 100 et puis ça va se couper. Hein. Donc, ça ne permet pas de tester les performances de régulation. Là, nous sommes en boucle fermée. Donc, je rappelle, là, il s'agit de la régulation fabricant, hein, qui est la branche en l'occurrence. Donc là, on voit comment se comporte notre système en régulation pour une consigne donnée et une quantité d'eau donnée. Alors évidemment, après, on peut varier les essais. Et sinon, Jackie, tu utilises le Simulcaio? Pardon, parce que là, j'ai le bruit de la bouilloire. Tu utilises Simulcaio pour faire les Tout à tests? fait. Donc, Ascension. Ouais, vas-y. Vient. Alors là, je recouvre la bouilloire, mais on voit l'affichage. Donc là, au bruit, d'ailleurs, vous notez que ça a coupé. Et la température continue de monter. C'est ce que je vous expliquais là. Voilà.
Et là, visiblement, il y aura. Alors, ça dépend de la quantité d'eau. Les marches d'escalier, on les observe pas forcément à tous les coups. Ça va dépendre de la quantité d'eau et de la consigne. En l'occurrence, là, Tu as mis combien de grammes? là j'ai mis, À 2000 litres? j'ai mis un demi-litre. Mais bon. Ok. Donc là, vous voyez, en une seule phase, on est. Alors évidemment, là, on constate au passage qu'on a un peu dépassé la consigne. On est à 72 degrés et quelques. Voilà. Bon, ce n'est pas catastrophique. Je précise au passage que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les pas de réglage sont de 5 degrés. Donc, si on veut que ce pas signifie quelque chose, il faut qu'on s'en tienne à des écarts par rapport à la consigne, on va dire, de 2 degrés et demi en plus ou en moins. Sinon, le pas est grand-chose. Ça, c'est mon interprétation. Alors, j'arrête juste ça pour parler du mode Simulink.io dont parlait Ascension. En fait, dans ce modèle, alors il faut que j'aille dans Modeling, Model Setting, Model Setting, Model Setting, ça va s'ouvrir. Et ça va être dans Hardware. Je sais pas c'est où. Hardware, bon, alors, ça va être par là-dedans. C'est dans Target Hardware oui, Resources. Je suis descendu d'un cran. En fait, le mode que vous voyez là, juste pour préciser, parce que c'est quand même très intéressant avec MATLAB, c'est un outil qu'on trouve pas trop dans d'autres logiciels. C'est-à-dire que le code correspondant à cet applicatif est géré par le PC. Et en fait, il envoie très peu de code à la carte Arduino. Il envoie simplement du code pour pouvoir faire de l'échange. Mais si on a une régulation, par exemple, bon là, il n'y a pas de régulation, il y a une simple chaîne de mesure, donc ça pas très compliqué. Mais si on a une régulation, comme tout à l'heure, avec du PI prédicteur, c'est ce que je vais vous montrer juste après, le code peut être conséquent, mais en mode Simulink.io, ce code va être exécuté par le PC, ce qui permet d'avoir des tests très rapides. Ça évite d'envoyer du code, d'attendre, de mettre en marche, etc. Là, ça se fait, on va dire, instantané, quoi, si on peut dire. C'est ça, Ascension. Donc, pour ça, il faut activer le mode Simulink.io qui est ici. Alors, je l'ai marqué d'ailleurs pour bien préciser. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça doit faire petit sur vos écrans. Cet applicatif fonctionne en mode Simulink.io. Voilà. Alors, j'ai un warning, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est rien, ça. C'est une histoire de bloc de gain. Mais bon, ça se désactive. Alors, là, on a vu la réponse fabricant. Juste pour finir, parce que là, il est déjà midi moins le quart, si on va avoir quelques questions, je vais simplement vous montrer avec le système avec une régulation. Donc là, c'était la régulation Brandt. Et là, voilà. Alors, je vais vous faire quelque chose qui est un peu particulier, c'est-à-dire que vous allez voir ici un relevé sur le système réel. Ce que vous avez là. Oui, sur le système réel, vous voyez, là, on a l'acquisition de température, etc. Là, on a un pays avec prédicteur, etc. Je commande le relais statique. Donc ça, c'est un relevé sur le système réel, avec une consigne qui est toujours d'ailleurs de 70 degrés, qu'on peut évidemment changer. Et en parallèle, on va
faire fonctionner le modèle avec la même régulation. Hein. Vous voyez, là, j'ai des valeurs de régulation 100, 0,026, etc. Et ici, j'ai les mêmes en termes de pays. Le prédicteur, c'est le même. Et donc, ça va être là, le modèle simulé. Et un des gros avantages de ce système, c'est que compte tenu du fait qu'on a des temps qui sont relativement longs, autour de 2 minutes, mais qui ne sont pas des temps non plus qui prennent des heures, on peut échantillonner, en l'occurrence on échantillonne à 0,5 secondes, et on peut faire fonctionner en parallèle le modèle et le réel. Et puis évidemment comparer les deux. Là vous voyez, ça il s'agit du modèle. J'ai laissé ici le modèle complet, j'aurais pu prendre le modèle simplifié, ça ne changeait pas grand-chose. Donc il faut que je remette de l'eau froide. J'arrive. Alors, me revoilà. Au passage, je réduis ça pour que vous puissiez voir. Au passage, il y a un commutateur donc, qui va permettre de faire une commande par le relais statique, puisque cette fois-ci, je ne suis plus avec la régulation d'origine. Donc là, j'ai basculé le commutateur qui me permet de piloter par le relais statique. Donc, je reviens à mon oscillogramme. Bon, le modèle, vous l'avez vu. Ici, j'aurais simplement à mettre en route, puisque la consigne est liée au modèle, à l'applicatif Simulink que j'ai ici. Hein. Donc, là c'est Simulink qui gère tout, en mode justement Simulink.io dont nous avons parlé. Donc, je lance les opérations. Il faut qu'au moment où ça passe en run, je mette sous tension. Encore que non, là, vu que je fais une commande par le relais statique, je ne suis pas, là, ça ne va pas chauffer, puisque pour le moment, le relais statique n'est pas commandé. Donc là, vous voyez, ma bouilloire est en marche, mais elle ne chauffe pas. Ici, j'ai 19 degrés de température d'eau. Alors, au passage, on pourrait régler la température initiale de l'eau. Alors, là, c'est réglé à 20, 293 Kelvin. Si je veux être un peu plus fin, la température initiale de l'eau, c'est la température initiale là-dedans, hein, que j'ai mis en paramètre. Vous voyez, là, je l'ai passé à 292, donc c'est juste pour vous montrer un aménagement du modèle. Évidemment, si on a qu'un degré par rapport à entre le modèle et le réel, ça n'a pas changé grand-chose, mais si on a plusieurs degrés au niveau du relevé, ça risque d'influer pour pouvoir comparer les deux. Bref, je lance maintenant la simulation. Donc, comme je répète, nous avons en simultané le modèle et le réel qui vont se superposer. Rien oublié, non? Oui, il y a un écart là que je n'explique pas trop, mais bon, il faudrait que je revoie qu'est-ce qui s'est passé. Mono ne devait pas être à... En fait, quand la bouilloire tenait 19 degrés, on l'a vu tout à l'heure, la CTN elle indique plutôt 17. Je pense que la bouilloire triche un peu ou un temps d'intégration. Oui, il peut y avoir... Alors évidemment, ça aurait été mieux que ça se superpose là, on aurait mieux vu, mais bon, on pourrait le refaire. Hein. Il doit y avoir une histoire de température initiale là, qui... Donc, en vert, c'est la simule. En rouge, c'est le réel. D'ailleurs, j'ai dû mettre un peu trop d'eau, visiblement. Mais bon,
Le principe est là. Donc là, à l'oreille, on entend que ça a coupé. Ça a coupé ici. Et vous voyez d'ailleurs, ça ne fait pas vraiment. L'autre, le modèle est également à couper. Hein. Et là, on entend les différentes chauffes. Alors, il aurait fallu affiner la quantité d'eau, mais bon, là, il est déjà presque midi. J'ai dû faire ça un peu vite. Alors, moyennant un décalage temporel, là, vu que les deux courbes font partie de la même valeur, vous voyez qu'on est quand même assez peu éloignés l'un de l'autre. Alors, il y a des petites chauffes qu'on n'entend pas parce qu'elles sont assez courtes. Alors, comme vous le constatez, là on est en température… où elle apparaît, celle-là? Voilà. Là, on est à 70,6 degrés, 7. Donc, on peut en conclure quand même que ma régulation PI plus prédicteur a des performances intéressantes. Et puis, on peut en conclure aussi, bon, moyennant le décalage qu'on a observé là, mais qui n'est quand même pas dramatique, on a des réponses qui sont quand même un peu voisines. Alors là, ça s'éloigne un petit peu, mais bon, on est à 71,1. Voilà. Là, ça va rebaisser puisque ça a arrêté de chauffer. Voilà pour les mesures. Alors évidemment, on pourrait faire ça beaucoup plus longtemps, mais on avait dit qu'il fallait quand même terminer vers midi et il faut que je laisse le temps à quelques questions si besoin. Donc voilà, un relevé en simultané, réel et simulé. Et comme vous avez pu le constater, les essais, ça dure. L'essai, vous voyez, là, ça a pris 3 minutes. Vous voyez la température finale, 71, avec une consigne de 70. Alors évidemment, là, il s'agit de… Au niveau élève, il y a des activités qui montrent que si on met un correcteur P, on va avoir pas mal d'erreurs statiques. Si on met du PI, ça va être mieux, mais comme on ne prend pas en compte le retard pur, sur le plan théorique, le PI a l'air de fonctionner, mais si on met le PI sur le réel, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il faut prendre en compte le retard pur, et ainsi de suite. Et on arrive à un régulateur perfectionné, évidemment qu'on ne va pas demander aux élèves de calculer, mais dont ils pourront constater les performances. Voilà, il est 55, il reste 5 minutes. Voilà, bah c'est super, Jackie, on te remercie. Mais il y a eu pas mal de questions qui ont été répondues en direct. Et là, voilà, j'ai pas mal de merci, de merci pour cette belle présentation. Et on dit qu'effectivement, les applications sont nombreuses. Est-ce qu'il serait possible d'introduire la transformer en Z simplement enfin, voilà. Est-ce que c'est possible d'introduire la transformer en Z auprès des élèves de manière simple? De manière simple, non. Je préfère être un peu catégorique. J'utilise la transformer en Z, là, notamment j'ai mis des filtres à certains endroits, vu que les signaux sont un peu dentelés. Alors si on veut les observer, alors après chacun a sa propre religion là-dessus. Moi j'aime bien mettre des filtres pour avoir des signaux un peu propres en visuel. Évidemment, ce n'est pas une obligation. Donc les filtres qu'on va mettre, vu qu'on travaille les modèles qu'on utilise, là, ce sont des modèles qui fonctionnent ce sont des modèles dits, voilà,
Alors, vous voyez, c'est des modèles à pas fixes, d'accord? Et donc, tout ça, c'est lié évidemment au fait qu'on travaille avec la carte Arduino et le système réel. Donc, on travaille à pas fixe. Et les filtres que j'ai dû mettre par endroit, je suppose qu'il y en a dans celui-ci. Là, il y a un filtre. Ah non, là, c'est un filtre de Bessel. Alors, de temps en temps, j'utilise des filtres en Z. Mais bon, ah si, il y a quand même quelque chose en Z, pardon, j'ai oublié, c'est que dans le prédicteur, il faut mettre le prédicteur, le prédicteur de Smith fait partie de ce qu'on appelle les régulations à modèle interne. Alors, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais là, on retrouve on va dire le modèle du premier ordre de la partie opérative, mais en transformé en Z. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un modèle de la forme K sur 1 plus tau P, il s'agit d'un modèle de cette forme-là avec un certain coefficient, avec un 1 moins une valeur Z moins 1. Alors, c'est un peu subtil à interpréter. Alors, ce qu'on peut montrer aux élèves, c'est que ça existe, mais rentrer dans le détail, déjà, les modèles de comportement ne font pas partie des programmes en sciences de l'ingénieur et en STI 2D. Enfin, les modèles de comportement, l'approfondissement sur les modèles de comportement, en sciences de l'ingénieur, ils ne font pas du tout partie du programme. Modèles de comportement. On peut les aborder, mais hors programme. Et donc, aller traiter en plus, les transformer en Z, ça me paraît, on va dire, hors champ. Maintenant, c'est mon interprétation. Hein. Je ne suis pas le détenteur des prescriptions pédagogiques. Voilà, une autre question, peut-on utiliser une autre sonde pour évaluer l'impact de la position du capteur dans la régulation? Tout à fait. Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai montré que, alors, on fournit évidemment les applicatifs qui vont avec. Tout à l'heure, j'ai montré la sonde PT100 que nous avons ici. Cette sonde PT100, on peut la mettre en œuvre. Alors, il faut que je regarde si je l'ai mis là dans mes caractérisations. Non, c'est pas ça. Caractérisation, qualification de la chaîne de mesure. Donc là c'est une activité que j'ai développée. Et ici, on doit avoir le résultat des courses. Alors, je remonte. Voilà. J'agrandis. En fait, on fait la mesure. Alors, ça, c'est là, comme vous voyez, là, ça, c'est un écran Simulink. C'est-à-dire qu'il y a un applicatif que je vais vous montrer. Alors, test, qualification. Alors, on peut le faire également, évidemment, directement dans Arduino. C'est une carte Arduino. Alors, pour revenir au départ, notre sonde, je réduis ça, notre sonde se raccorde là derrière sur la carte électronique et la liaison par la carte Arduino se fait par communication SPI. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'on va travailler, je vais assez vite, on va travailler sur 15 bits. Autrement dit, on va avoir une très grande précision déjà de conversion. La sonde elle-même, c'est une classe A, donc travaille au maximum avec une précision meilleure que 0,5 degrés. Avec 15 bits, ça fait quelques, on va dire, millièmes de degrés d'écart. Donc, en gros, on va faire une mesure avec une précision de 0,5 degrés avec notre PT100. Donc, on va pouvoir comparer la mesure de la CTN et de la PT100 sur une montée en température. Alors, au passage, la montée en température, on va la piloter.
puisque donc on va travailler avec le relais statique, avec un rapport cyclique par exemple de 25%, pour éviter de chauffer. Alors évidemment, on pourrait le faire avec moins, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais si on chauffe trop, on a des phénomènes de constante de temps qui sont différentes entre la PT100 et la CTN, entre autres, qui ferait qu'on verrait des écarts, en fait, qui ne sont pas des écarts de mesure, mais qui sont des écarts liés aux constantes de temps. Pour faire simple. Donc, en mettant une chauffe assez modérée, on ne fait pas trop intervenir les constantes de temps. Et là, on va évidemment comparer les mesures propres de chaque son. Alors ici, vous voyez, là, vous avez la partie PT100. C'est un peu compliqué. Il faut récupérer les données SPI et puis transformer ça en température. Et il y a quand même un peu de boulot. C'est pour ça qu'on vous donne aimablement la gestion de la SPI. En fait, c'est plus simple de le faire directement d'Arduino, mais après, on perd les fonctionnalités de Simulink. Et puis ça, c'est la chaîne de mesure que vous connaissez, la chaîne de mesure CTN. Donc, on va comparer les deux. Et ce qu'on obtient, alors là, je ne vais pas vous faire le relevé, mais ce qu'on va obtenir, vous voyez là, là, vous avez un relevé. Alors là, vous avez les deux signaux superposés. Alors, vu de loin, ça se ressemble bien. En termes d'écart, vous voyez l'écart là en degrés. Donc, ça permet de qualifier, on va dire, la chaîne de mesure, partant du principe, évidemment, que la PT100 donne une valeur plus précise, ce qui est vrai, que la CTN. Beaucoup plus précise. Voilà. Alors, il y a des documents, tout ça, bon, je vais passer les détails. Là, vous avez des explications qui sont fournies dans les activités pédagogiques de notre système didactique. Là, vous voyez, c'est ce qui permettait de fabriquer le bloc fonction là, avec la résistance de la CTN, la résistance talon, la tension d'alimentation, etc. Et puis, il y a un ampli d'isolement, comme je vous l'ai montré au début, qui permet évidemment, puisque là la masse de la bouilloire, elle est reliée au secteur. Autrement dit, il s'agit de s'isoler avec des circuits particuliers. Isolation, enfin 2500 volts ou 4000 volts, je ne me souviens plus, un des deux. Il me semble que c'est 4000 volts, ces circuits. Voilà, est-ce que je réponds? Oui, je pense que oui, tout à fait, ça répond. Hein, Alors, oui, pardon, j'ai oublié de dire, évidemment, la sonde PT100, on peut la mettre où on veut dans la bouilloire. On peut la déplacer, etc. Alors là, on a une petite adaptation fournie, là, pour la mettre dans le bec verseur, mais on peut imaginer de la mettre ailleurs. Voilà. On peut imaginer de la mettre ailleurs pour voir l'influence de la position de la sonde. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça avec la CTN, vu qu'il y a un trou au fond de la cuve, sauf à en rajouter d'autres et puis de boucher le premier, ça risque d'être un peu compliqué. C'est bon? Super, Jackie, oui, tout à fait. Est-ce que Ascension voudrait rajouter quelque chose par rapport à MATLAB Simulink que tu as largement utilisé et qui est, on le voit, son apport? Est-ce que tu veux intervenir dessus, Ascension? Non, juste dire merci Jackie pour tout le travail et puis que n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis techniques. Là, j'ai une question sur Arduino, donc faut pas hésiter. Voilà. Juste une chose par rapport à MATLAB Simulink, bon, évidemment, pour faire de la modélisation, MATLAB Simulink, c'est quand même un outil, on va dire, très performant, le plus performant à mon avis.
Mais comme vous le voyez, là normalement, vous voyez mon écran. Je ne suis pas raciste, hein, j'ai également Scilab, la bouilloire en question. J'ai regardé ça, je ne l'ai pas fait, mais je sais que c'est faisable. J'ai déjà utilisé Scilab. Il y a il y a des éléments thermiques dans Scilab. On peut faire un modèle thermique de la bouilloire sans problème dans Scilab. Après, est-ce qu'on pourra faire toutes les manips que je vous ai montrées par MATLAB Simulink? Ça, c'est autre chose. Mais je sais qu'on peut faire le modèle sans aucun problème. On pose une question, c'est peut-être pour toi, Ascension. Je vais la répéter telle quelle, la question. Ce sont des outils maths, comme les transformés de Laplace, qui sont utilisés dans MATLAB. Donc à la base, il y a MATLAB et Simulink. Hein. MATLAB, c'est basé sur des bibliothèques de calcul mathématique. La bibliothèque la PAC, qui est connue pour tout ce qui est calcul numérique matriciel. Ensuite, Simulink se greffe au-dessus de MATLAB, parce qu'il va utiliser les solvers, mais d'autres solvers pour résoudre les équations différentielles et d'autres et les systèmes acausales comme le modèle de Jackie. Donc ça se base sur, oui, il y a beaucoup de mathématiques, surtout pour les PID, il y a les fonctions S, après quand on discrétise, ce sera les fonctions Z. Voilà. Après, oui, il y a beaucoup de maths. Merci. Je pense que ça répond à la question. A priori, il n'y a plus de questions. Voilà, il est 12h10, on a tenu le temps. Merci, merci Jackie, merci Ascension, merci Laurent. Voilà. Je peux dire un petit mot? Oui, bien sûr, vas-y, bien sûr. Oui, donc j'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif. Ces exercices sont toujours un peu compliqués parce qu'on est devant son écran d'ordi, donc c'est pas comme quand on est devant un public en chair et en os, évidemment. Donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc là, vous avez pu voir une partie simplement de mes travaux sur ce Thermolab. Il y a pas mal d'autres choses qu'on peut faire avec, notamment en termes d'énergie, puissance, etc., sur lesquels on aurait pu éventuellement faire qu'on aurait pu examiner au passage, mais bon, compte tenu du temps dont on disposait. Bon, juste pour dire quand même que il s'agissait, on a essayé de s'en tenir au sujet, hein, c'est-à-dire la thermique du réel au modèle. Et puis, je voulais quand même remercier au passage Ascension, qui est notre chef, entre guillemets, chez MathWorks, et qui rend de grands services, qui est très réactive, et puis qui nous permet d'utiliser au mieux, comme vous l'avez compris, le logiciel MATLAB Simulink, qui est quand même assez remarquable. Je n'ai pas de royalties, à part des versions d'essai, gratuites. Je n'ai pas de royalties chez MathWorks, mais je remarque quand même que c'est bien. Alors, peut-être que Ascension, pour ceux qui ne savent pas, pourrait indiquer qu'il est possible de se le procurer en version établissement pour pas trop cher. Je ne sais pas si elle a envie. Oui, bon, merci à tous. Je ne vais pas revenir, donc je vous dis merci à tous et puis au plaisir, peut-être à un autre webinaire. Merci Jackie. Merci Jackie. Et bonne continuation, bon courage. Merci Jackie. Merci Frédéric. Voilà, donc merci à tous. Attention, si vous ne voulez pas parler d'une... Non. Écoutez, si jamais, voilà, Ascension nous a laissé son dans le chat, hein, c'est ascension@mathworks.com. C'est Avisino. Ah,
Excusez-moi. Donc, elle a laissé dans le chat. Hein, je ne vais pas couper tout de suite, comme ça vous pouvez remonter à la rigueur dans le chat. Autrement, vous pouvez nous contacter. Donc, vous avez nos emails à soit Laurent Gary, donc, ou moi-même. Hein, il y avait des questions sur le prix du système, des choses comme ça. Hein, ce que je vous propose, c'est vraiment voilà, de voir avec Laurent. On m'a posé également une autre question sur où sera donc la vidéo. Elle sera sur nos chaînes YouTube. Hein, donc, elle va rester sur les chaînes YouTube donc, de SET et pardon, de ERM. Et donc, elles sont complètement disponibles en replay. Voilà. Donc, merci encore une fois à tous. Attends, Frédéric, juste, j'ai failli partir. Oui. J'ai oublié simplement de dire que si vous avez des questions qui me concernent hein, sur le plan technique ou autre, vous pouvez les adresser à SET. Il devrait y avoir le mail quelque part. Et SET me les fait suivre instantanément. Voilà. C'était Merci à tous. Voilà, il est midi et quart. Et puis, j'espère que, voilà, sachant que la période de confinement s'est un peu rallongée, donc jusqu'au 11 mai, peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire un nouveau très, très prochainement. On ne manquera pas de vous tenir au courant. Voilà. Merci Jackie, merci Fred pour l'organisation du webinar. Merci à tous d'avoir suivi. Je vois qu'on est encore très nombreux en ligne. Donc, merci à tous. Et merci Jackie, merci Ascension également pour ton soutien. Merci.